Salut, je m'appelle Khalil Abou Al-Majid. Je suis passionné par le développement informatique, que ce soit dans le web ou mobile. Je suis prêt à adopter mes compétences dans des différents projets et surtout dans un projet en relation avec l'Internet des objets pour l'agriculture. Pour cela, j'ai déjà réalisé plusieurs projets en relation avec l'Internet des objets. J'ai déjà réalisé une maquette qui contient un réseau de capteurs connectés. J'ai essayé de réaliser un tracker de soleil connecté. J'ai réalisé un système de filtration d'eau et arrosage automatique. J'ai réalisé une maquette lors de ma participation à la compétition Solar Decathlon Africa 2019. J'ai réalisé un pot de plantes intelligent et connecté. Et j'ai réalisé une application mobile de gestion de plantes connectées. Donc tous ces projets-là font intervenir de l'électronique et surtout de l'informatique. Pourquoi? Parce que je ne pourrais jamais réaliser ces projets sans avoir programmé les composants électroniques et sans avoir aussi préparé l'application qui permettra d'organiser et traiter les données captées à distance et les afficher en temps réel et continu par la suite sur une interface web ou mobile. Donc le thème de mon projet est conception et réalisation d'un système de gestion de processus d'achat et vente en ligne avec la mise en place d'un système de culture hydroponique connecté. L'idée du projet est la suivante. On a une plante, elle est mise dans un système d'arrosage hydroponique connecté. Ce système va s'occuper de la plante et en même temps il va capter des données à envoyer directement à une application web en temps réel et continu. Et c'est tout. Donc ça c'est la principale tâche du projet. Et pour enrichir et rendre les choses intéressantes, j'ai pensé à mettre ce projet sous forme d'une application web d'achat en ligne, des fournitures et accessoires pour la mise en place d'un système hydroponique connecté. Et parmi ces produits à acheter, il y a le système hydroponique bien prêt. Donc l'utilisateur il pourra commander ce système, l'acheter, le mettre chez lui dans un endroit sûr et suivre par la suite en ligne l'état de ses plantes en temps réel et continu à travers son compte personnel. Le fait de réaliser ce projet paraît facile, mais à vrai dire c'est tellement difficile à faire. Pourquoi? Parce que ce projet-là regroupe 4 domaines différents. Le premier domaine c'est la programmation informatique, c'est-à-dire le fait de développer la partie back-end et front-end. Le front-end d'une application est ce que l'utilisateur voit et avec quoi il interagit par le biais de son navigateur. Le back-end d'une application est ce que l'utilisateur ne peut pas voir parce que le back-end est chargé de stocker et d'organiser les données et de garantir tout ce dont l'application a besoin pour fonctionner. Le back-end communique donc avec le front-end, envoyant et recevant des informations qui doivent être affichées correctement à l'utilisateur. Pour bien développer la partie back-end et front-end, il faut utiliser les technologies nécessaires. Dans la partie back-end du projet, j'ai utilisé Spring Boot. Spring Boot est un framework qui permet d'offrir des outils permettant de faciliter le développement d'applications. Grâce à Spring Boot, j'ai pu découper mon projet en des sous-applications appelées microservices. Et un microservice, c'est une partie de projet développée à part par un membre de l'équipe avec son propre langage et sa propre manière. Tandis que les autres microservices ils peuvent être aussi développés par d'autres développeurs avec différents langages de programmation et ils peuvent communiquer entre eux sans aucun problème et tout cela grâce à Spring Boot. Spring Boot m'a permis aussi de sécuriser mon projet pour protéger mes données contre les attaques extérieures. Pour développer la partie back-end, j'ai utilisé Eclipse Photon, c'est le même outil de programmation utilisé par les développeurs back-end de Chill. Les microservices de mon projet communiquent donc les données avec la partie front-end, et ces données-là, bien sûr, ils sont stockés par deux types de systèmes de gestion de bases de données, MongoDB et MySQL. Dans la partie front-end du projet, j'ai utilisé Angular version 8. C'est un framework open source écrit en JavaScript qui permet la création des interfaces d'une application web. J'ai utilisé la version 8, c'est la même version utilisée par les développeurs front-end au sein de la compagnie Chill. Et pour développer la partie
front-end, j'ai utilisé Visual Code Studio. Et pour une bonne démarche de travail, j'ai adopté la méthodologie DevOps en travaillant avec Jenkins, Git, GitHub, Docker Hub et Kubernetes. Le deuxième domaine de mon projet, c'est l'Internet des objets pour l'agriculture. Savez-vous qu'il est possible de savoir la température autour d'une plante via notre smartphone, quel que soit l'endroit où on est? Eh bien oui, il est possible de faire ça en ajoutant un outil électronique à côté de la plante. Ceci va mesurer la température actuelle autour de la plante et par la suite il va capter la valeur et à travers l'internet il va envoyer cette valeur directement à notre smartphone et c'est tout. Ceci paraît facile à réaliser mais à vrai dire c'est un peu compliqué. Bref, ce qu'il faut savoir c'est que lorsque deux ou plusieurs objets se communiquent entre eux à travers l'internet via des capteurs électroniques, on appelle ça de l'internet des objets. Dans cet exemple, les deux objets connectés sont la plante et le smartphone. Et le capteur électronique, c'est ce capteur de température-là. Donc c'est ça l'internet des objets. C'est-à-dire que quel que soit l'objet, une porte, une lampe, une télévision, un chien ou même une maison, n'importe quel objet, on peut le rendre connecté, c'est-à-dire qu'il deviendra capable de communiquer une donnée à un autre objet via l'Internet. Là, il faut qu'on sache que l'Internet des objets touche plusieurs domaines différents. On peut utiliser l'Internet des objets dans le domaine d'infrastructure, le domotique, la médecine, le bâtiment et travaux publics, l'extraction minière et sans oublier aussi l'agriculture. Alors dans mon projet là, j'ai utilisé l'Internet des objets pour l'agriculture. Dans ce cas, le premier objet connecté est une plante. Elle est arrosée avec la technique hydroponique, c'est-à-dire hors sol. Et en même temps, la plante elle est entourée par un certain nombre de capteurs et d'autres composants électroniques. La plante communique quelques données avec le deuxième objet connecté qui est un micro-ordinateur associé avec une caméra. Et ce micro-ordinateur va envoyer les données reçues directement à l'application web pour qu'elles soient visibles clairement par l'utilisateur. Cette partie-là, je vais l'expliquer en détail après. Le troisième domaine de mon projet, c'est le design 3 dimensions. Comme je viens d'évoquer tout à l'heure, dans mon projet, il y aura une plante à l'intérieur d'un système de culture hydroponique. C'est-à-dire qu'il y aura un modèle sous forme d'un pot dans lequel on va mettre une plante et elle sera connectée et en même temps arrosée avec la technique hydroponique. Donc pour produire un tel modèle, il faut recourir au dessin 3 dimensions de ce modèle-là. Pour réaliser cela, j'ai utilisé SolidWorks. SolidWorks est un logiciel de conception 3 dimensions. Il m'a permis de dessiner la version 3 dimensions de la maquette avant de passer au découpage et l'assemblage, et je vais expliquer ça en détail après. Le quatrième domaine de mon projet, c'est Big Data. Reprenons maintenant le schéma de mon projet. Comme vous le voyez, ici, il y a un micro-ordinateur spécialement là pour envoyer les données directement à l'application web. En effet, ce micro-ordinateur fait cela en temps réel et continu, et les choses deviennent compliquées quand il faut recevoir et gérer rapidement et en même temps des milliers de données par seconde, ce qui nous rappelle du Big Data. Et pour régler comme ce genre de problème, il faut penser à utiliser Kafka Stream. Kafka Stream, c'est une plateforme de streaming qui nous procure un certain nombre de fonctionnalités très utiles, nous permettant de gérer une grande quantité de données en temps réel et continu. Donc j'ai utilisé Kafka Stream dans mon projet, comme vous le voyez, et je vais vous expliquer les détails après. Maintenant, avant de voir le contenu de l'application, rappelons le fait que l'approche utilisée pour concevoir cette application est l'approche microservice. Et voici l'architecture technique suivie. Alors je m'explique. D'abord, il y a l'utilisateur, que ce soit le client ou l'employé. Il aimerait bien consulter le site web, sachant que l'application web est composée d'un certain nombre de microservices qui sont les suivants. C'est-à-dire que si par exemple le client voudrait consulter la page d'authentification,
C'est le microservice d'Authentication qui va l'aider à accéder à cette page. Et si l'employé voudrait consulter la liste des clients, c'est le microservice Customer qui permet de faire ça et ainsi de suite. Mais le problème, c'est que l'utilisateur, que ce soit le client ou l'employé, il ne comprend pas la notion de microservice. Et il ne sait pas par quel chemin il faut passer pour accéder à la page désirée. C'est pour cela qu'on aura besoin d'un orchestre appelé Gateway. C'est lui qui va indiquer à l'utilisateur le chemin vers lequel il faut passer pour accéder à la page désirée. Donc si l'utilisateur voudrait accéder à la page d'authentification, il consulte le Gateway pour savoir le chemin et par la suite il pourra y aller à la page qu'il veut. Et c'est la même chose pour les autres pages. Et là il y a un autre problème. C'est que si on procède comme ça, le Gateway ne sera jamais lui-même le chemin de chaque microservice. C'est pour cela qu'on aura besoin d'Eureka Service, qui exige l'enregistrement de chaque microservice au début de chaque démarrage. Comme ça, Eureka Service va mémoriser le path de chaque microservice et le Gateway va pouvoir faire son travail et les choses vont se dérouler correctement. Là, le Gateway est capable aussi de consulter l'API Climat. C'est pour nous aider à afficher les prévisions climatiques dans le site. Et le Gateway est aussi capable d'assurer le dashboard X3. Ceci permettra à l'admin de suivre le fonctionnement du site web. Voici une autre version de la même architecture technique. Donc ces microservices se composent de la même manière et se connectent avec la même base de données MongoDB. Ce microservice Authentication se compose aussi de la même manière, mais cette fois-ci il se connecte avec la base de données MySQL. Alors tous ces microservices gardent le contact avec Eureka Service. Eureka Service communique avec le Gateway et le Gateway communique avec la partie front-end. Et il y a aussi le broker Kafka qui est vraiment essentiel pour le traitement des données en temps réel et continu. Voici l'ensemble des diagrammes que j'ai pu réaliser jusqu'à maintenant. Donc voici le diagramme de classe. D'abord il y a le microservice Security Service qui s'occupe de l'authentification d'un utilisateur, que ce soit un client ou un employé. Ils doivent faire entrer leurs coordonnées pour pouvoir accéder à leur compte personnel. Un client va penser par la suite à acheter un produit quelconque. Et une fois c'est fait, la facturation elle est automatiquement rédigée. Et lorsque le client achète un système de culture hydroponique, c'est le microservice IoT qui va procurer au client des informations nécessaires sur l'état actuel de ses plantes en temps réel et continu. Donc voici le diagramme des cas d'utilisation. Ce diagramme présente ce que chaque type d'utilisateur est capable de faire. On voit bien que le client il est d'abord un visiteur, puis il crée son compte personnel, ce qui lui permettra par la suite de gérer son panier virtuel, effectuer des commandes, payer ses achats, consulter ce qu'il a commandé, tout en gardant le contact avec un employé qui répond toujours à ses demandes. Et voici le diagramme des séquences. Ça représente les interactions entre les acteurs et le système selon un ordre chronologique, depuis l'authentification jusqu'à la confirmation de la commande. Voyons maintenant l'application web. Alors comme vous voyez, voici la première page de l'application. Il y a plusieurs boutons à cliquer là-dedans et chaque bouton représente une fonctionnalité bien spécifique. Donc si on voudrait exécuter notre application, il faut démarrer d'abord les deux systèmes de gestion de base de données MySQL et MongoDB. Donc je démarre MySQL et c'est fait. Et là je démarre MongoDB et c'est fait. Maintenant j'ouvre la partie backend avec Eclipse et je démarre tous ces microservices. Par la suite j'ouvre la partie front-end avec Visual Studio et je démarre la partie front-end avec la commande ngserve.
Et voilà, l'application fonctionne correctement. Donc, comme vous voyez ici, il y a le bouton Home, c'est pour aller directement vers la page principale. La barre Search, c'est pour chercher un produit quelconque. Le bouton Login, c'est pour aller à la page d'authentification. Help, c'est pour accéder aux différentes informations relatives au site web. Basket, c'est-à-dire le panier virtuel, c'est pour accéder aux différents produits choisis pour les acheter. Ici, on affiche la prévision climatique d'aujourd'hui. Ici, ce sont les produits et services proposés pour achat. Ici, c'est pour acheter un système hydroponique connecté. Ici, c'est pour bénéficier du service de maintenance en cas de problème. Ici, c'est pour acheter les différentes graines à planter. Et enfin, ici, c'est pour acheter les accessoires et équipements nécessaires pour mettre en place un bon système hydroponique connecté. Maintenant, on suppose bien que l'utilisateur il a déjà créé un compte et il aimerait bien s'authentifier. Pour ce faire, il clique sur Login. Il remplit les champs nécessaires et voilà, il est authentifié. Par la suite, l'utilisateur il pourra penser à acheter quelques produits, des graines par exemple. Ici, comme vous le remarquez bien, il y a une notification qui apparaît et qui signifie que le panier virtuel commence à être rempli par les produits choisis. D'accord? L'utilisateur il pourra penser à acheter aussi quelques accessoires. D'accord? Et enfin, il pourra penser à acheter un système hydroponique connecté. Alors là, il existe deux types. Comme vous le voyez, il y a le type fixe et le type mobile. Et c'est le type mobile qui nous intéresse le plus. Donc là, je vais ouvrir une parenthèse parce que j'aimerais bien expliquer comment j'ai fait pour produire ce système. J'ai d'abord passé une semaine entière à préparer la version 3 dimensions du modèle en utilisant le logiciel SolidWorks. Une fois c'est fait, j'ai utilisé le logiciel RDWorks pour préparer toutes les pièces de la maquette en 2 dimensions. Une fois c'est fait, j'ai mis les pièces dans ma clé USB et je suis parti chercher une machine de découpe laser. La machine découpe laser est une machine capable de découper et graver de la matière grâce à un laser. Elle est capable de découper et graver le bois, le tissu, le papier, le plexiglas ou même le fer. Donc la matière avec laquelle j'ai décidé de produire, c'est du plexiglas. Et maintenant que j'ai la matière, ce qu'il faut faire maintenant, c'est aller chercher la machine découpe laser. Je suis donc allé à FabLab Casablanca. C'est un lieu ouvert au public et il met à disposition tous les accessoires et outils nécessaires pour la conception, la fabrication et la réalisation d'un produit. Donc voici la découpe laser. Elle est en train de découper les pièces de ma maquette, comme vous le voyez. Voici les pièces. Voici l'assemblage. Et voici le produit final. Je l'ai colorié avec la couleur teal. Ici, c'est là où on met l'eau de réservoir tout en ajoutant les engrais NPK là-dedans. On peut mettre 2 plantes comme on peut mettre une seule plante. Si on essaie de voir le contenu de la boîte, il y a l'eau de réservoir qui est aspirée par la pompe
L'eau part directement vers l'endroit où se trouvent les racines de la plante, puis il retourne au réservoir. C'est ça le système hydroponique. Ici, c'est la partie électronique. Et voici clairement le circuit électrique de cette partie-là. D'abord, il y a le microcontrôleur Node MCU. Si on voudrait alimenter ce microcontrôleur avec 220 volts, nous allons avoir besoin d'un adaptateur pour réduire le 220 volts en 19 volts. Par la suite, on ajoute le step down qui permettra de réduire le 19 volts en 6 volts. Maintenant, le node MCU fonctionne bien. Il peut par la suite contrôler les autres composants électroniques. Il peut contrôler la pompe à eau pour arroser la plante. Il peut contrôler le capteur DHT22 pour connaître la température et l'humidité d'air du lieu. Il peut contrôler le ventilateur pour refroidir l'endroit en cas de chaleur. Il peut contrôler la barre à LED pour générer de la lumière artificielle pour la plante. Et il peut aussi contrôler le capteur LDR pour savoir si nous sommes dans un endroit ensoleillé ou non. Le microcontrôleur va avoir besoin de 2 relais pour contrôler la pompe à eau et la barre à LED. Dans un autre sens, on a aussi un microcoordinateur Raspberry Pi 3 qui est alimenté par un power bank. Le microordinateur joue le rôle d'un serveur qui effectue différents travaux de développement et peut également enregistrer une vidéo à l'aide de la caméra Pi. Donc c'est ça le circuit électrique du système hydroponique connecté. Donc ce qui rend le système connecté, c'est grâce à ces deux composants, Node MCU et Raspberry Pi. Le microcontrôleur Node MCU il capte la température actuelle autour de la plante. Il envoie la donnée à Raspberry Pi, puis ce micro-ordinateur reçoit la donnée en même temps, enregistre la vidéo de la plante, puis envoie tout ça au site web. Reprenons maintenant notre système. Voici le capteur de température et d'humidité. Voici le petit ventilateur. Voici le microcontrôleur Node MCU. Voici le chemin de l'eau qui monte et qui revient au réservoir. Et voici la boîte qui contient le micro-ordinateur Raspberry Pi associé avec la caméra Pi. Maintenant, essayons de simuler le système d'éclairage artificiel. Pour ce faire, il y a un capteur de lumière là-haut et je vais mettre ma main pour faire croire au système que c'est la nuit. Je vais maintenant enlever ma main pour faire croire au système que c'est jour. Nuit et jour. Maintenant, essayons de simuler le système d'arrosage. Alors, comme vous pouvez le voir, l'eau va directement en haut, puis retourne au réservoir. C'est ce qu'on appelle l'arrosage hydroponique. Maintenant, je reviens vers l'application et je ferme la parenthèse parce que j'ai passé tout ce temps-là à expliquer comment j'ai fait pour produire le modèle du système. Donc, je vais commander ce système aussi. On va voir maintenant le contenu du panier. Voici les produits choisis. Je peux augmenter le nombre de fois si je veux. Et comme vous le voyez, le prix automatiquement change. Je clique ici. Je remplis les champs nécessaires. Puis je clique ici et voilà, j'ai effectué ma commande. Maintenant, si j'aimerais bien savoir la liste des produits que j'ai achetés jusqu'à maintenant, je peux accéder ici. Et voilà. Maintenant, j'ai acheté le système hydroponique connecté, je le ramène chez moi, je l'installe dans un endroit sûr, je le branche et ça marche. Comme ça, je pourrais maintenant accéder à la page suivante et je pourrais suivre en temps réel et continu l'état actuel de ma plante. Donc, comme vous voyez, ici, c'est la valeur de la température, humidité, air en temps réel et continu. Et ici, c'est le schéma, ça représente les deux valeurs au cours du temps après chaque seconde. Et voici le streaming caméra de ma plante. Et pour faire fonctionner cette partie de l'Internet des objets, nous devrons lancer ce programme en langage C dans le microcontrôleur Node MCU
Pourquoi? Parce que Node MCU est le microcontrôleur qui obtient les valeurs des capteurs, puis les envoie au micro-ordinateur Raspberry Pi. Nous devrons également lancer le programme Java sur la carte Raspberry Pi. Pourquoi? Parce que cette carte reçoit les données de Node MCU, puis en même temps commence à faire de la gestion des données en utilisant Kafka. Puis envoie immédiatement toutes les données incluant l'enregistrement de vidéo au serveur local, puis le serveur local affiche le résultat sur le site web. Donc c'est ça l'application, et pour pouvoir la réaliser dans les bonnes conditions professionnelles, j'ai suivi la démarche DevOps en utilisant les outils suivants. D'abord, il y a Git, c'est l'outil qui nous permet d'accéder localement à notre application pour l'envoyer directement vers GitHub. Et une fois c'est envoyé, on peut ajouter, modifier ou supprimer avec le même outil. Par la suite, il y a GitHub, c'est l'endroit où on va héberger l'application pour qu'elle soit accessible facilement par tous les membres d'équipe du travail. Ensuite, il y a Jenkins, c'est l'outil open source d'intégration continue grâce à lequel on va prendre le code source d'application à partir de GitHub, puis on le compile, puis on crée son image Docker et enfin on le publie dans un conteneur Docker Hub. Il y a aussi Docker Hub, c'est l'endroit où on héberge les images Docker dans des conteneurs virtuels pour qu'elles soient accessibles facilement par tous les membres d'équipe de travail et faciliter par la suite le déploiement grâce à un logiciel de déploiement. Et enfin, il y a Kubernetes, c'est le système open source qui vise à fournir une plateforme permettant d'automatiser le déploiement. Et grâce à Kubernetes, on va prendre l'image Docker déjà stockée dans le Docker Hub et le déployer facilement. Voici donc comment j'utilise le logiciel Git pour envoyer mon code source à GitHub. Et comme vous pouvez le voir ici, le code a été mis dans GitHub avec succès. Ça, c'est le logiciel Jenkins que j'utilise pour prendre le code source de l'application dans GitHub, le compiler, puis créer l'image de Docker et le publier par la suite dans un conteneur Docker Hub. Voici donc Docker Hub, et comme vous pouvez le voir, l'image du Docker a été stockée dans Docker Hub. Et enfin, voici Kubernetes. Je l'utilise pour déployer l'image du Docker que j'ai prise du Docker Hub. Et comme vous le voyez ici, voici juste la partie front de l'application qui se déploie virtuellement avec succès. Donc voilà, c'était ma présentation. J'espère que vous avez bien assimilé mes explications. Je reste à votre disposition pour vous fournir toutes les informations complémentaires dont vous pourrez avoir besoin. Et merci de votre attention.